Notre invité politique ce matin, c'est Éric Woerth. Bonjour. Bonjour. Député de l'Oise, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. Bonjour monsieur. Bonjour. Et on commence par ce budget, Éric Woerth, ce budget présenté lundi avec des chiffres qui donnent le vertige, 116% de dette, 6,7% de déficit, un budget hors norme. Est-ce que vous voterez ce budget tel qu'il a été présenté? Est-ce que c'est un budget qui vous convient? C'est une question un peu rapide avant même l'examen du budget. On va rentrer dans le détail. Non, a priori, nous ne voterons pas le budget. On est une opposition responsable. On a fait beaucoup de propositions, que ce soit sur le plan de relance lui-même. Dès le mois de mai, on a saisi le gouvernement d'un certain nombre d'idées. Certaines ont été reprises ou pas. Il y a des sujets aussi qui ne peuvent pas nous convenir. Et puis, je trouve que surtout, le manque de visibilité dans un moment où on a besoin un peu d'éclaircir l'avenir, même s'il est compliqué, chacun le sait, n'est pas là. On a un budget très statique. Vous direz, c'est le principe d'un projet de loi de finances, mais peut-être qu'on aurait pu, autour du projet de loi de finances, brancher ou greffer quelques scénarios, au moins 2 scénarios. Un scénario dans lequel la crise se poursuit. Ce budget est construit pendant la période de crise. Donc la crise se poursuit, ou un scénario où elle s'estompe au fur et à mesure du temps. Ce qui nous aurait permis quand même de voir comment les choses sont financées. Mais faire 2 budgets finalement, c'est ça qu'il aurait Non, fallu je parle faire. de scénario. Je veux dire, il faut un texte qui est voté, bien sûr. Mais ce texte voté aurait pu être accompagné de 2 scénarios sérieux, solides, macroéconomiques, montrant le niveau... Il a anticipé d'ores et déjà le retour d'un pic épidémique. Donc tout ça avait été envisagé déjà dès cet été. Je ne peux pas vous dire. Le pic épidémique, il est envisagé déjà depuis le printemps, depuis le mois de mai. Quand on a commencé à se déconfiner, il a été indiqué attention au rebond. Le budget répond à une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il la constate. Il est curieusement d'ailleurs plus optimiste que le consensus des économistes et des institutions comme la Banque de France ou le CDE, alors que sur 2020, il était plus pessimiste. Il est trop optimiste. La prévision de croissance de plus 8%, vous n'y croyez pas, vous? Je ne sais pas. Et en vérité, personne ne sait. Personne ne sait. Il y a un rebond, il y aura une forte croissance. Après une énorme dépression, il y aura évidemment une forte croissance. Il y a toujours une forte croissance après une dépression. Mais je vois simplement que les chiffres sont tout à fait considérables en termes d'endettement. On a l'impression que tout le monde s'en moque aujourd'hui de la dette. Il y a un nombre de gens incroyables qui expliquent qu'il ne faut pas la rembourser, qui expliquent que ce n'est pas très grave, que la dette... Alors ce n'est pas le cas du gouvernement, qui a clairement dit, Bruno Le Maire, il a clairement dit que ce serait irresponsable de dire qu'on ne la rembourse pas. Oui, enfin, après, c'est de savoir si vous croyez que le gouvernement est capable de faire cet endettement sans augmenter les impôts, par exemple. Oui, mais enfin, c'est pas le cas. Le gouvernement, il dit ce qu'il veut, mais je veux dire, il présente aussi des textes. Et quand il présente des textes, il ne donne aucune visibilité sur le financement. Aujourd'hui, ce budget est bourré de déficits pendant bien longtemps, et il n'y a aucun financement qui soit clairement indiqué. Il a parlé quand même de réformes structurelles, par exemple la réforme des retraites. C'est une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie. C'est des parlottes, tout ça. C'est une plaisanterie. Je pense que le gouvernement, il va se contenter, in fine, on l'a beaucoup interrogé là-dessus. Il ne répond pas. Il répond sur des généralités. On n'a pas besoin de généralités, on a besoin de choses précises. Le gouvernement, il termine son mandat dans 18 mois. C'est pas dans 5 ans, dans 18 mois. Donc, est-ce que le plan de relance, il est au fond l'alpha et l'oméga de l'action gouvernementale sur les 18 mois qui viennent? On pourrait le dire. On pourrait dire, moi, ce que je souhaite, c'est je veux être un gouvernement qui relance, point final, et puis je ne fais rien d'autre et rien de structurant. Ou alors est-ce que ce gouvernement souhaite à peu près poursuivre, ou presque entamer, parce que pas grand-chose a été fait, entamer un programme de réforme? Alors c'est encore plus compliqué qu'avant. Justement, quand on parle des retraites... Est-ce qu'il est important de dire aux gens, finalement, d'être transparent, et c'est ce que vous semblez vouloir dire, et dire aux gens clairement que on ne pourra pas s'endetter de cette manière sans faire des réformes structurantes, type la réforme des retraites évidemment, sans augmenter les impôts, sans faire des coupes claires aussi dans les effectifs de la fonction publique, tels que ne me faites pas parler. J'ai rien dit de tout ça. Moi, j'attends des propositions du gouvernement. Je pense que le gouvernement, il gouverne. Donc, normalement, le gouvernement, il propose, quoi. Il met sur la table un certain nombre de propositions. Vous avez une idée précise de ce qu'il faudrait faire, on imagine. Nous n'avons aucune précision sur les choses. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Pour rembourser ces chiffres. Le gouvernement, il annonce un budget dans lequel le niveau d'endettement et le niveau de déficit va être extrêmement fort sur les prochaines années. Il a abordé cette crise, nous avons abordé cette crise dans une situation de faiblesse relative très importante, dans une situation bien plus faible que la plupart des autres pays. Le chômage de masse, il était déjà, malheureusement, même si les choses s'amélioraient, il y avait du chômage de masse. Juste avant la crise. Non. Sur la baisse du moins chômage, que les autres pays. Écoutez, si je suis tout seul à courir les Jeux Olympiques, je gagne. Hein. Mais s'il y en a d'autres à côté, c'est plus compliqué. Donc en termes relatifs, les autres pays, c'était beaucoup plus restructuré, beaucoup plus réformé. À la fois en termes de déficit. Le déficit public français avant la crise, c'était 80% du déficit de la zone euro. Donc il y a quand même un tout petit souci. Donc des priorités n'avaient pas été prises, et les réformes d'ailleurs n'avaient pas été faites pendant la période de beau temps, c'est-à-dire pendant la période de croissance. Et ça, c'est un sujet fondamental. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Il faut éclairer les gens, il faut expliquer aux gens jusqu'où on va en termes de déficit. On est resté sur le quoi qu'il en coûte. Ça n'a pas été remplacé, cette formule. Il faut aujourd'hui savoir jusqu'où va-t-on. Dans ce budget, il y a plusieurs types de dépenses. Il y a des dépenses d'urgence. Celles-là, il faut les faire, il faut les prendre. Les hôtels, les cafés, les restaurants qui sont fermés, le secteur du tourisme, etc., le chômage partiel, évidemment, il faut le faire. Et d'ailleurs, nous avions voté pour ces mesures, et évidemment, on accompagne le gouvernement quand il décide de les prolonger. Oui, plan d'urgence. Bien sûr, parce qu'on en a besoin et que c'est nécessaire et plutôt efficace. Maintenant, ça coûte une fortune, mais plutôt efficace. Et si on ne le fait pas, alors évidemment, on rentre dans un système beaucoup plus vertigineux. Il y a une deuxième type de mesures qui sont des mesures de transformation économique. C'est-à-dire une crise est une opportunité, tout le monde dit ça, et c'est vrai, il faut saisir la chance d'une crise, entre guillemets, pour aller plus vite dans ce qu'on doit faire. Donc il y a des mesures où on va plus vite dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la transformation numérique, etc. Industriel notamment, oui. Dans le domaine du sanitaire, dans le domaine de l'industriel. C'est très bien, il faut bien montrer à côté comment ça c'est financé, parce qu'il n'y a pas de raison de le financer de la même manière que l'urgence. Et puis il y a des troisième mesures qui ne sont pas du tout négligeables, c'est que la crise est un alibi et donc on plombe les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses de fonctionnement, on y résistait depuis longtemps. Je pense à des augmentations du nombre de fonctionnaires, à des augmentations aussi financières, pas des primes, des augmentations durables. Et ces augmentations durables, on va devoir les financer durablement, c'est-à-dire pendant toujours. C'est pas non plus le même type de financement et c'est pas le même type de comportement. On a l'impression que chaque fois qu'un ministre demande des milliards, il les obtient. Dans le domaine de la culture, j'adore la culture, il n'y a pas de sujet de cette nature, mais quand même, quand vous dites on va augmenter les crédits du patrimoine, et Dieu sait qu'on s'est battu pour qu'il y ait des crédits de patrimoine, mais quand on se dit maintenant on va augmenter les crédits du patrimoine, quand en même temps on a un niveau de dépenses publiques absolument considérable et une incapacité à financer, on se dit ça n'a aucun lien avec la crise. Ça n'a aucun lien avec la crise. Qu'on le fasse, et chaque dépense individuellement, elle est toujours légitime. Elle est toujours légitime. Maintenant, quand on les additionne, on se dit on ne peut pas payer. Mais alors, si on vous écoute, on a l'impression que tout a été un peu mélangé. Est-ce que vous dites qu'il aurait fallu un texte avec les mesures du plan d'urgence que vous auriez voté puisque l'urgence était là, et un autre texte avec un budget à plus moyen terme avec des économies pour rembourser la dette et le déficit? Il aurait fallu deux textes. On avait besoin, si on avait été un tout petit peu, si on avait voulu un peu innover, se dire que la volatilité est absolument extrême, on ne peut rien prévoir et que donc évidemment il faut un budget, essayer de fixer un cap par un budget. Mais est-ce qu'il aurait fallu deux textes différents? Il fallait des scénarios. Il fallait greffer des scénarios exploratoires des finances publiques de notre pays pour 2021 et puis probablement les prolonger un peu sur 2022 et 2023. Il n'y a rien de cela. Mais pas forcément sortir les mesures du plan d'urgence de ce budget? Ça, c'était pas la bonne solution. Les mesures du plan d'urgence, elles doivent être dans le budget. Elles sont forcément. Il y a une urgence, il faut évidemment y répondre. Et puis, il fallait évidemment qu'il y ait un plan de financement, et c'est ce que je dis, poursuivre sur 2022, 2023, 2024. Comment, en réalité, on absorbe cela. La volatilité, elle est extrême. Je vous prends un exemple, un seul exemple. Lors du projet de loi de financement le numéro 3, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet, le gouvernement y prévoyait un déficit de l'État pour la fin de 2020 de 225 milliards d'euros. C'est-à-dire grosso modo 100% des recettes fiscales. Donc un chiffre absolument énorme. 225 milliards d'euros. 2 mois après, enfin à la fin du mois de septembre, sur la même fin 2020,
le gouvernement prévoit 195 milliards d'euros de déficit. C'est aussi un chiffre absolument énorme, mais moins énorme que le premier. Il y a 30 milliards d'écart. Sur un seul chiffre, sur le seul déficit de l'État, il y a 30 milliards d'écart de prévision entre la fin du mois le début du mois de juillet, le texte est voté à la fin du mois de juillet, entre la fin du mois de juillet et la fin du mois de septembre. Vous expliquez comment ? Mais qu'on ne sait pas. Qu'il y a des recettes de plus, qu'il y a des dépenses supplémentaires, que la crise avance dans tel cadre, que tel ministre obtient une rallonge parce que cette rallonge, au fond, on lui avait promis et que ça n'a pas de lien avec la crise, mais on le fait quand même. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a une sorte de... On est dans des finances désemparées. Et nous ne pouvons pas rester comme ça. Ce que vous nous décrivez, c'est un gouvernement qui a lâché les chevaux budgétaires, en fait, qui est complètement le mort aux dents. Oui, je pense qu'il y a une vraie volonté de dire il faut qu'on soit raisonnable. On n'a pas de souveraineté, on n'a pas d'avenir souverain pour la France si on ne domine pas un tout petit peu notre processus budgétaire. Alors, le budget, c'est pas de la comptabilité, hein. C'est pas un document avec plein de chiffres et des tableaux auxquels personne ne comprend rien. Le budget, c'est au fond les finances du pays, comme les finances d'un ménage. C'est relativement important pour s'assurer d'un avenir. C'est pas parce que vous avez un bon budget que vous avez un avenir serein, et c'est pas parce que vous avez un petit peu d'argent que vous êtes un couple heureux. Enfin, quand même, ça facilite de temps en temps un peu les choses. C'est un budget sans projet. C'est un budget dans lequel, en réalité, on est à la fois sur l'urgence, un peu de transformation écologique, un peu de transformation numérique, et puis derrière, on affiche des objectifs, mais qu'on n'est absolument pas certain de pouvoir tenir compte tenu des événements extérieurs. C'est pour ça que je trouve que ça aurait été très très inédit et ça aurait bien correspondu ça aurait été une bonne correspondance avec la période que de travailler un tout petit peu autrement sur ce budget. On l'avait proposé, ce n'est pas fait. Puisque vous parlez de l'avenir, est-ce que vous dites que ce budget est de nature à donner confiance aux particuliers, confiance aux entreprises pour relancer l'économie ? Non, pas du tout. Enfin, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse avoir confiance avec un tel niveau d'endettement ou un tel niveau d'absence de réponse sur comment on finance. Lorsque le gouvernement crée la 5e branche de la sécurité sociale. C'est l'objet de beaucoup du PLFSS là, qui arrive. Le budget de la D'ailleurs, sécurité entre nous, sociale. le budget de la sécurité sociale, entre nous, quand vous regardez les chiffres du budget initial de 2020 et que vous regardez les chiffres de prévision aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale, il est multiplié par 9. Il est multiplié par 9. Donc c'est absolument considérable. Et est-ce vraiment le moment pour créer optiquement sur le papier une 5e branche sur la dépendance ? Ah, mais la dépendance est hyper important. Il faut qu'on essaye, évidemment. Mais enfin, c'est hyper important d'avoir un projet de dépendance sérieux. Et lorsque le gouvernement le crée sur le papier, il ne se pose pas la question du financement. Ou alors il la remet, se la pose bien sûr, mais il la remet à plus tard. Bon, il n'y a pas de réponse à cela. On ne sait pas comment on financera. Il avait parlé d'une conférence de financement en septembre, à la rentrée. Ouais, vous avez déjà vu des conférences de financement qui aboutissent à des résultats. Vous avez vu ce qui s'est passé sur les retraites. On fait des conférences de financement quand on ne sait pas comment financer. C'est comme ça que ça... Donc pour vous, il n'aurait pas fallu mettre la création de cette 5e branche dans ce budget de la Sécu. Mais bien sûr que non. Ou alors il fallait la mettre complètement. Il faut le mettre complètement avec des réponses précises. Avec des réponses précises sur comment on finance les 4, 5 ou 6 milliards de plus par rapport au crédit de la dépendance qui aujourd'hui sont d'une trentaine de milliards. Comment on fait pour assurer un service aux Français concernant ce moment assez terrible dans la vie, ce dernier moment de la vie qui est le moment où un certain nombre de nos compatriotes deviennent dépendants. Ça a un tout petit peu besoin d'être regardé avec sérieux, quoi. Alors, ça fait l'objet quand même d'un rapport de Laurent Vachey qui a été missionné justement sur ces questions de financement. Il n'y a que des impôts. Alors, non, mais il n'y a que des impôts. Dans le rapport de M. Vachey, qui est sûrement quelqu'un de très bien, il fait ce qu'on lui demande. Il est d'ailleurs très inventif, mais très inventif pour créer beaucoup d'impôts ou pour supprimer beaucoup de niches fiscales. Donc c'est une série d'augmentations d'impôts. Moi, j'entends le gouvernement à côté. Grâce à vos yeux, par exemple, je ne sais pas, ça peut être une 2e journée de solidarité, augmenter la CSG, mais on nous a dit... Moi, je crois encore dans les gouvernements, j'essaye. Et le gouvernement a dit qu'il n'y aura aucune augmentation d'impôts. Aucune, c'est donc on ne supprime pas de niche fiscale, parce que supprimer une niche fiscale, c'est augmenter les impôts, et on n'augmente pas les impôts directement ou indirectement. Donc la réponse de ce spécialiste, c'est l'inspecteur des finances, c'est une réponse sérieuse. C'est une réponse sérieuse. C'est celle de l'augmentation d'impôts. On trouve une nouvelle ressource.
Au départ, le gouvernement s'est dit, je vais affecter, vous savez, cette CRDS qui est utilisée pour rembourser la dette sociale. Mais manque de peau, chaque fois qu'on arrive, c'est un peu comme Sisyphe. On a notre rocher, on arrive au bout, en haut de la montagne, puis paf, le rocher retombe en bas. Et on se retrouve avec 136 milliards d'euros qu'on remet dans la CADES, qui est l'organisme qui sert à cantonner la dette sociale. Et on se dit, on va de nouveau augmenter de 4 ans, 5 ans, 6 ans la période de remboursement. Donc 2033, on utilisera la CRDS. Mais est-ce que quand même, quand vous lisez on ne peut pas créer des choses Vacher, de manière aussi légère. On ne peut pas donner aux Français de tels espoirs. C'est un espoir d'avoir plus de sécurité pour assurer la dépendance de manière aussi légère. Comme pour les retraites, on ne pouvait pas avoir un texte aussi complexe. Ce n'était pas au XVIIIe siècle, hein. C'était juste au mois de janvier, au mois de février. On a un texte qui est resté au milieu du gué, là, comme ça, un peu suspendu par le 49.3, pour une bonne raison, c'est qu'il était incompréhensible. Est-ce que quelqu'un ici, et moi y compris, peut expliquer ce texte? Mais pas du tout, parce qu'il y avait des horizons à 30 ans, il y avait des horizons à 2 ans, il y avait des horizons à 5 ans, et la personne se disait, est-ce que j'aurai une retraite plus garantie? Est-ce que je serai sûr de l'obtenir en face des cotisations que je mets? Et est-ce que j'aurai un bon niveau de Pour vous, elle est enterrée, cette reversement? réforme des retraites, elle ne se fera pas avant la fin du quinquennat? Moi, je pense que toutes les réformes un peu compliquées, et réformer un pays c'est compliqué, sont à peu près enterrées. On va y toucher parce que le gouvernement va vouloir donner l'impression d'y être allé, et il nous restera que la partie dépenses, c'est-à-dire la partie sucrée, quoi. C'est tellement plus facile. On a toujours procédé comme ça, mais dans une période aussi grave que celle-là, il faut rompre avec ces pratiques. Alors on va parler de la crise sanitaire, Julien. Oui, évidemment, aujourd'hui, c'est comme c'est devenu presque le feuilleton, le rendez-vous, hélas, attendu par les Français, savoir à quelle sauce on va être mangé avec les nouvelles restrictions sanitaires qui pourraient s'appliquer, notamment sur Paris, vu les indicateurs qui atteignent des niveaux de rouge carmin. Alors, on ne sait plus d'ailleurs comment on doit le qualifier, ce rouge. Rouge, très rouge. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, finalement, a fait le bon choix en fermant les bars-restaurants à Marseille, ou est-ce que vous comprenez la fronde qui a agité les élus et les professionnels du secteur? Mais je comprends le désespoir. Je comprends le désespoir d'un professionnel. On serait à sa place, on aurait exactement la même. Donc je ne veux pas du tout juger du comportement des professionnels. C'est évidemment absolument effroyable de replonger. Mais je ne peux pas soutenir la désobéissance à la loi. Et ça, c'est juste pas possible. Aucun élu ne peut se mettre contre la loi. D'autant plus que ça a été un peu limite chez certains élus ils ont tort. Des Bouches-du-Rhône. Oui, mais on fait du clientélisme. Mais ils ont tort. Ils ont bien tort. C'est du clientélisme pour vous? Démagogie, clientélisme, enfin, si vous l'appelez comme vous voulez. C'est compliqué de prendre position contre des mesures qui sont par principe, ces mesures sont impopulaires. Et à juste titre, encore une fois, comment peut-on... donc il faut les soutenir, il faut compenser. Si c'est la bonne mesure, moi je ne suis pas épidémiologiste, donc je n'en sais rien. Si c'est la bonne mesure, et Dieu sait qu'il y a autant il y a 67 millions d'épidémiologistes en France maintenant, un peu comme les entraîneurs de foot. Mais manque de peau, ça a quand même un tout petit peu plus de conséquences. On voit bien que s'il faut fermer les endroits où les gens se retrouvent, où nous nous retrouvons, il faut le faire. Si on note que l'incohérence entre se retrouver chez soi à nombreux, faire une fête à 20, absolument, et pointe très très bien ces incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences puisque la vie est partout. Donc vous ne pouvez pas exercer les mêmes contraintes partout, sauf avoir un confinement généralisé, ce qui alors là, ce serait une catastrophe absolue. Si on veut éviter ce confinement généralisé, alors il faut en passer par des mesures de maîtrise plus fortes. Est-ce que celle-là est une bonne mesure? Ça, je ne peux pas le dire. Mais si le gouvernement le fait, j'espère qu'il a un peu réfléchi à tout ça. Donc si le gouvernement le fait, à un moment donné, on n'est pas content, on le dit, on demande des compensations très fortes, immédiates, on n'a pas d'impôt pendant 1 an, pendant 2 ans. Enfin, je pense qu'il faut aller très très loin là-dessus pour aider ces secteurs-là. Mais il ne peut pas y avoir de la part des élus. Les élus peuvent traduire ce mécontentement, dire que ça ne va pas, dire que le gouvernement était laxiste pendant toute la période de l'été, dire un certain nombre de choses comme ça. Mais on ne pouvait pas dire sans arrêt des gestes barrières qui ne font barrière à rien. Donc il faut à un moment donné que la barrière, elle joue. Un mot sur l'Oise, c'est
C'était le premier département touché lors de la première vague, votre département. Et Florence Parly, la ministre des Armées, qui a admis devant les sénateurs que les militaires de la base de Creil n'avaient pas été testés, contrairement à ce qu'elle avait affirmé il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette révélation ? Ou elle ne le savait pas quand elle a dit ça au début, et c'est quand même un peu surprenant, ou elle le savait et elle a menti. Donc c'est pas une très bonne chose. Je pense qu'il y a des commissions d'enquête au Sénat et à l'Assemblée. Il faudra évidemment auditionner la ministre pour savoir comment elle a pu changer d'avis en aussi peu de temps. Il faut la réauditionner pour savoir pourquoi ça n'avait pas été clair. Si c'est un fait nouveau, il faut savoir pourquoi on a considéré à un moment donné qu'il y avait des tests et après qu'il n'y en a pas eu, quoi. Ça peut être un défaut d'information, comme ça peut être une volonté de clairement masquer la situation, si je puis dire. En tout cas, à Creil, personne ne sait comment cette pandémie est arrivée. Visiblement, l'Institut Pasteur a fait beaucoup de recherches sur ce bassin de Crépy-en-Valois, de Creil, au sud-est du département de l'Oise. Il y avait des doutes sur les militaires de la base de Creil. Il y a eu ce moment, oui, donc je crois qu'on ne sait pas bien, je ne sais pas d'ailleurs si ça a encore un intérêt. En tout cas, dans le département de l'Oise, nous ne sommes pas dans le rouge plus, j'espère qu'on n'y sera pas, mais il y a une situation très différente selon l'Est ou le Sud du département, et le Nord ou le centre du département. C'est plus inquiétant à l'Est et un peu au Sud du département. Allez, une dernière question sur votre parti, Julien ? Eh bien, écoutez, oui, demain, on s'attend à un discours du président sur le séparatisme. Et on se posait la question de savoir si pour vous, il était temps que ce discours arrive pour lutter contre l'islam radical notamment. Enfin, il n'est pas temps que le discours arrive. Honnêtement, le discours, on n'en a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas la question de discours. Il ne faut pas mettre des grands mots. Enfin, en France, on met toujours d'énormes mots pour de tout petites actions. Donc, il faut juste voir ce que le président de la République va proposer comme mesure contre l'islam radical. Il a décidé d'appeler ça séparatisme, pourquoi pas, moi, ou communautarisme, ça m'est un peu égal. Les mots ont peu d'importance pour vous. Les mots ont toujours une très grande importance, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne dévient pas du sens. On veut lutter contre l'islamisme radical, pas contre l'islam. Mais ça, je pense qu'une grande partie de Français l'ont compris, et il faut le répéter inlassablement. C'est une grande religion, donc inlassablement. Mais ça produit un islam de barbarie, de radicalisme, d'obscurantisme, de folie. Enfin bon, il y a des dingues un peu partout, et là il y en a vraiment des dingues extrêmement dangereux. On le voit tout le temps. Donc ils veulent gangréner la société, aux sociétés démocratiques de se défendre, ce que nous faisons. Il faut durcir évidemment les choses, mais les durcir vraiment. Donc on verra ce que dit le président de la République. Moi je ne sais pas ce qu'il dira, vous ne le savez pas non plus. On verra si c'est pas la énième loi, si on ne va pas nous annoncer un nouveau texte qui sera appliqué à moitié. Bon, c'est fou ce que la France se répète. La France bégaye tout le temps. Il n'y avait pas besoin d'une nouvelle loi pour vous ? Non, mais la France, elle bégaye tout le temps. Il y a d'autres pays qui progressent. Alors, tous les pays ont leurs propres faiblesses. Hein. Il y a pas, et heureusement, la France est un pays où encore il fait encore bon vivre. Et, oui, c'est difficile à dire en ces temps difficiles, mais il fait encore bon vivre. Enfin, quand même, il y a un moment donné, on ne peut pas avoir les mêmes débats pendant 10 ans ou 15 ans, même si, en ce qui concerne l'islamisme radical, la menace a évidemment considérablement évolué. Mais on ne peut pas sans arrêt se poser les mêmes questions de toute nature. La question du temps de travail, la question de la décentralisation et de la centralisation, et que la question des communautarismes, la question des banlieues. Bon, toutes ces questions, on a le sentiment qu'à un moment donné, il y a une grande loi, parce que toutes les lois sont grandes maintenant, donc il y a une grande loi, et puis, in fine, on s'aperçoit que ça n'a pas résolu grand-chose. Donc il faut que ce texte, s'il y a un texte, je pense qu'il y aura, j'imagine, un texte, il faut que ce texte résolve clairement les choses telles qu'on peut les constater aujourd'hui. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Éric Woerth. Merci d'être venu. Merci, Julien. On va regarder la une de la Voix du Nord, l'alerte est générale. C'est la crise sanitaire, bien sûr, qui est à la une de la Voix du Nord. Merci, messieurs. On passe tout de suite au Club des Territoires.